Bien, nous allons continuer notre tour du monde. Bon, vous l'avez vu, nous tenons les horaires soigneusement, donc nous aurons terminé à 18 h. Donc je commence en passant la parole à Madame Danuta Liberski-Baniou, directrice de recherche au CNRS, et qui va nous parler des formes africaines de la solidarité. C'est un sujet redoutable, mais elle a accepté. Voilà. Bien. Alors je remercie Alain Suppiot de m'avoir invité donc à ce voyage dans le temps et dans l'espace qui est d'une très grande richesse, et comme je viens de lui dire, j'aurais aimé assister déjà au colloque avant de préparer mon papier, ça m'aurait évité de dire un certain nombre de choses. Donc là, nous arrivons, c'est l'étape africaine, on est après la philologie des textes de ce début d'après-midi. J'aurais pu vous proposer, parce que c'est possible, une philologie de l'oral, mais de fait, ça n'a pas tellement de répondants. D'abord, il y a très peu de lexique, il y a énormément de langues en Afrique. J'en connais une. Dans le pays où je travaille, il y en a 60, même si elles sont apparentées, la difficulté est déjà là. Et par ailleurs, les dictionnaires sont inexistants, il n'y a que de rares lexiques faits par des missionnaires et quelques linguistes. Et mon premier constat a été de voir qu'il n'y avait aucune entrée solidarité dans les lexiques que j'ai pu consulter. C'est un peu paradoxal parce que par ailleurs, bon, les matériaux que je possède, c'est ceux, les miens propres. Je suis ethnologue, donc que j'ai pu récolter sur un terrain, mais c'est aussi tous les écrits de mes confrères. Et paradoxalement, avec le constat qu'il n'y a pas d'entrée solidarité, il y a par contre une littérature extrêmement abondante sur la solidarité africaine. C'est même la solidarité, même pour les différents observateurs, présentée comme un trait idiosyncrasique du continent africain, sinon comme un stéréotype. Alors, cette apparente contradiction tient, me semble-t-il, à deux problèmes distincts que je vais très rapidement évoquer avant de m'attacher à dégager ce que j'appelle les formes symboliques de la solidarité, telle que j'ai pu la comprendre, telle qu'elle est à l'œuvre dans quelques sociétés du Burkina Faso, dont une en particulier, celle des Cassena. Alors, je vous disais que les différents observateurs, sociologues, économistes, anthropologues, acteurs du développement, essayistes, écrivains, tous s'accordent à dire que l'Afrique est une terre de solidarité. Mais au-delà de ce constat, unanimement partagé, les analyses divergent. Je comprends mieux aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, pourquoi elles divergent. Les uns y voient une incomparable richesse et une possible leçon donnée par l'Afrique à l'Occident. Les autres sont plus pessimistes, en dénoncent le poids économique ou le caractère coercitif d'une dette communautaire qui produit des endettés sociaux. Ce sont une série de citations, ce n'est pas des métaphores, au détriment du développement du pays et de l'autonomisation des individus. D'autres déplorent l'érosion, la déstructuration de ces systèmes sous l'influence de la modernité. D'autres encore pensent devoir dénoncer l'existence d'un mythe. Enfin, quelques-uns, heureusement, ont étudié ces systèmes pour eux-mêmes, notamment les anthropologues de l'école fonctionnaliste au milieu du XXe siècle. Et récemment, enfin depuis une vingtaine d'années, une nouvelle génération de chercheurs africains, essentiellement, et quelques occidentaux, s'est penchée sur les transformations de ces systèmes, leur persistance, leur réinterprétation dans le contexte urbain de la modernité et de l'économie de marché. Alors, si on accepte ces dernières recherches dont la qualité tient justement à ce qu'elles se concentrent sur l'analyse des faits, on peut penser que les divergences de vues à propos de la version africaine de la solidarité prennent leur source dans l'idée plus ou moins claire que chaque auteur se fait de la notion.
Pour les uns, la solidarité, je parle des auteurs évidemment, anthropologues, sociologues, etc. Pour les uns, la solidarité se fonde sur une contrainte, une forme d'obligation sociale, dont le respect donne lieu à des sanctions sociales, morales ou légales. Pour les autres, elle repose moins sur une contrainte que sur un sentiment moral, chaque individu ayant intériorisé les exigences de la vie en société éprouverait l'impression d'une obligation. Alors il est vrai que Durkheim définissait également la solidarité comme une morale, mais il définissait la morale comme un idéal et une contrainte. Ces conceptions font rarement l'objet d'une justification et le plus souvent elles sont implicites. Ainsi, la dénonciation du mythe de la solidarité africaine paraît reposer sur une confusion entre solidarité et charité. Le plus étrange dans cette dénonciation réside dans l'administration de la preuve. Elle serait obligatoire et coûteuse, donc mythique, car elle serait similaire à l'impôt des sociétés occidentales. Mais qu'est donc l'impôt si ce n'est un acte de solidarité nationale? Cette confusion entre solidarité et charité est fréquente et n'est pas sans lien avec le débat qui entoure la découverte par Marcel Mauss à propos du caractère à la fois intéressé, contraignant et obligé du don. Et débat qui se perd dans les sables des discussions sur la nature du vrai don qui, comme la vraie solidarité, devrait être gratuite sans attente d'un retour. Mais les usages de la notion de solidarité en anthropologie sont surtout fonction de l'hypothèse initiale qui guide l'analyse du fait social. Ces dernières années, ou décennies, on a vu se multiplier les ralliements tacites d'anthropologues au paradigme de l'individualisme méthodologique. Une telle anthropologie repose sur une conception de l'homme comme être non fondamentalement social, pour lequel la vie en société n'est qu'obligation et contrainte. La notion de solidarité se voit ainsi réduite à sa version coercitive, l'accent étant mis sur la sanction sociale, la réprobation ou mystique, l'attaque en sorcellerie, qui frappe celui ou celle qui manquerait de payer sa dette sociale. D'autres, sans nécessairement soutenir l'hypothèse holiste inverse selon laquelle le tout prime sur les parties, privilégient cependant une approche qui ne réduit pas la société à une simple métaphore de l'analyste. Conduit à s'interroger sur ce qui fait tenir une société, pour reprendre l'expression de Castoriadis, les moyens dont elle dispose pour maintenir la cohésion sociale toujours menacée par les forces centrifuges, ces anthropologues se sont employés à montrer que dans les sociétés lignagères qu'ils étudiaient, chaque individu était inséré dans un système de droits et de devoirs, les obligations envers autrui étant la contrepartie des droits dont il dispose. En réalité, une complication plus sérieuse surgit du fait que les différentes formes institutionnelles que prend la solidarité sur le continent africain apparaissent déborder de toutes parts celles développées en Occident, sous l'égide de l'État et par la société civile. Elles en diffèrent à la fois par le cadre où elles s'exercent, les objets sur lesquels elles portent et les formes symboliques qu'elles reçoivent. Sur le plan du cadre, tout d'abord, dans les sociétés en question, la solidarité familiale, lignagère, clanique, villageoise, voire communautaire. Au-delà du réseau de la parenté, elle a également pour support le réseau de l'alliance et, dans une mesure non négligeable, le réseau des amis, librement établi par chaque individu. Ce qui est moins su, c'est qu'il existe également des institutions solidaires spécifiques à la ville, à l'échelle d'un quartier, d'une confrérie religieuse. De proche en proche, c'est une grande partie de la société civile qui se trouve ainsi prise dans les mailles de l'une ou l'autre de ces multiples filets entrecroisés. Du point de vue de ces objets, ensuite, la solidarité civile africaine ne se centre ni se définit uniquement sur les seuls besoins fondamentaux de l'individu. L'entraide réciproque au sein des différents réseaux entrecroisés de la parenté, de l'alliance, du voisinage, de l'amitié, a certes pour objet de pallier ponctuellement, sur une plus longue durée, des besoins d'hébergement, de nourriture, d'éducation, de santé des individus et de leurs familles. Mais la solidarité en Afrique prend bien d'autres visages, à la fois plus anciens et plus étrangers au mode de fonctionnement occidental. Si l'institution clanique de la dette de sang est aujourd'hui tombée en désuétude, il n'en va pas de même de l'assistance rituelle mutuelle que doivent se porter les groupes qui cohabitent sur une même terre.
Cette assistance rituelle s'actualise au temps fort de la vie cérémonielle d'une communauté, au moment des grands rites agraires, territoriaux, initiatiques, funéraires, mais aussi lors de rites plus modestes qui engagent néanmoins le noyau clanique, tels que les rites déclenchés par l'arrivée d'un nouvel être, un mariage, l'annonce d'une grossesse. Cette assistance implique des cotisations en nature, mais aussi, surtout, de la présence, du travail, du temps. Loin de disparaître en contexte urbain, cette forme rituelle de la solidarité est très vivace et a été réinventée sous les couleurs monétaires des tontines et autres systèmes de caisses de solidarité entre des personnes non apparentées, sous la responsabilité de femmes, bien souvent, pour venir soutenir des échanges de biens cérémoniels, autant des baptêmes, mariages, enterrements, qui rythment la vie religieuse des communautés musulmanes. Donc la comparaison radicale qui est ici demandée, radicale entre ce qu'elle se fait entre eux et nous, exige un retournement du regard. Il s'agit moins de décider si la notion occidentale est traductible dans les systèmes de pensée en question, de toute évidence elle l'est, que de chercher à mesurer celle-là à l'aune des institutions africaines de la solidarité envisagée d'abord pour elles-mêmes. Il sera alors plus aisé de montrer par où elles concordent, par où elles divergent de nos régimes de solidarité. À cet exercice de décentrement, deux textes de Marcel Mauss ont en leur temps permis d'ouvrir la voie. Il s'agit de la cohésion sociale dans les sociétés polysegmentaires, qui est le texte d'une communication présentée en 1931, qui a été prolongé dans un cours qu'il a donné aux ethnologues 4 ans plus tard, aux apprentis ethnologues, et qui a été intitulé de façon posthume « Phénomènes généraux spécifiques de la vie intérieure de la société ». Ces textes se présentent comme une simple mise au point 40 ans après la thèse fondatrice de Durkheim, la division du travail social, mais en réalité, quoi qu'ils s'en défendent beaucoup, dans ces textes, Mauss développe une réfutation, tant en substance qu'en méthode, de la thèse centrale soutenue par Durkheim, dont on vous a brillamment rappelé ce matin quelle était, je ne vais pas le répéter. Lecteur assidu, boulimique de toutes les monographies de son temps, cela il change radicalement aussi de la méthode déductive durkheimienne, Mauss s'attache à comprendre l'organisation segmentaire qui caractérise les sociétés lignagères. Et il découvre qu'elle est infiniment plus complexe, plus différenciée, plus structurée et hiérarchisée que ne pouvait se l'imaginer Durkheim, qui ne voulait y voir qu'une juxtaposition d'éléments identiques qui, tels des briques, trouvaient leur cohérence par la grâce d'une solidarité qualifiée de mécanique. Mauss change radicalement de registre métaphorique. Ce n'est plus la physique des solides ou la biologie qui lui fournit ces images, mais l'industrie humaine du tissage et de la vannerie. Comme l'a bien montré Camille Tarot, avec Mauss, on quitte les lois, le terrain des lois de la nature, pour entrer dans celui des lois du symbolique. Pour aller vite, on peut dire qu'en ces textes, Mauss montre que la cohésion des sociétés segmentaires se dégage d'un double mouvement de structuration, l'un vertical, par l'emboîtement hiérarchique de sous-groupes sociaux autonomes et structurellement opposés, et l'autre transversal ou horizontal, par le jeu des clivages, des oppositions et des complémentarités selon les sexes, l'âge, les générations, les groupes locaux et les réseaux d'alliances entre les groupes ainsi imbriqués. Dans de tels systèmes, chaque individu est, du seul fait même de sa naissance, pris dans de vastes réseaux enchevêtrés de liens avec tous les autres. Ces réseaux de liens, le plus souvent exprimés dans l'idiome de la parenté, sont assortis d'un ensemble de réciprocités diverses, les unes directes, les autres indirectes, et de mutuels bons services rendus, qui sont au fondement de l'un des systèmes de solidarité le plus étendu, le plus caractéristique et le plus constitué des sociétés lignagères. Avec ces textes, Mauss n'a pas seulement ouvert la voie à l'étude des sociétés segmentaires comme système politique spécifique, il se permet aussi, comme il l'écrit, de proposer des conclusions de morale politique. L'engagement de Marcel Mauss est connu. Ce compagnon de Jean Jaurès a, plus que son oncle, le souci de pratiquer la sociologie sans jamais céder à la rigueur scientifique, mais en utilisant la sociologie dont il dit qu'elle peut et doit servir à la compréhension et l'amélioration de nos propres sociétés.
On n'est pas étonné dès lors qu'il ait pu suggérer en conclusion de ce texte que la vue qu'il vient de développer sur la nécessité des sous-groupes entrecroisés devrait s'appliquer à nos sociétés, et de rappeler, en se plaçant prudemment dans l'ombre de Durkheim, que celui-ci a toujours pensé que la solution du problème de l'individualisme et du socialisme consistait à établir entre l'anarchie individualiste et le pouvoir écrasant de l'État une force intermédiaire. Il faut créer nombre de sous-groupes, ajoute Mauss, en renforcer constamment d'autres, professionnels en particulier, inexistants ou insuffisamment existants. On doit les laisser enfin s'ajuster les uns aux autres, si possible sous l'autorité de l'État en cas de besoin, à sa connaissance et sous son contrôle en tout cas. Ces paroles de Mauss, prononcées en 1931, semblent retrouver quelque actualité si l'on se rappelle qu'en un temps pas si éloigné, certains semblaient penser que la mère des solutions se trouvait dans la suppression de tous les corps intermédiaires. Mais il ne suffit pas, pour décrire les solidarités africaines, de montrer l'étendue et la complexité de ces réseaux enchevêtrés, ni d'en décliner les modalités concrètes. Encore faut-il chercher à en comprendre le ressort profond. Basée sur la réciprocité, les proverbes sont là pour le rappeler à qui ferait mine de l'oublier, elle trouve son prototype dans l'assistance rituelle réciproque que l'on retrouve sous des formes et des modalités différentes partout sur le continent africain et qui partout également est le creuset du lien social. Cette assistance rituelle réciproque a pour schème de fonctionnement celui du don, avec ce rythme en 3 temps qu'avait su repérer et remarquablement analyser Mauss dans l'essai sur le don, à savoir l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Le don en question ne concerne pas nécessairement des biens cérémoniels, encore qu'il en comporte souvent, mais un service rituel. Ce service rituel n'est pas exempt d'un certain danger pour ceux et celles qui l'accomplissent, car il consiste à prendre en charge la conduite des grands rituels d'un autre groupe que le sien. C'est ainsi que dans des groupes tels que les Kasséna ou les Talensi, les rites qui vous concernent le plus près, tels les rites funéraires, sont conduits par les aînés d'un autre groupe lignagé qui commande la cour des endeuillés dans le temps des rites. Temps long du rituel qui s'étale sur plusieurs jours, répété à des années d'intervalle, et qui exige la présence de toutes et de tous, un travail épuisant pour les agents du rite, une ponction dans leur être comme dans leur avoir, le groupe receveur faisant retour de ce service rituel le moment venu, en conduisant à son tour les rites funéraires des premiers. À l'intérieur de certains de ces grands rites, des temps sont aménagés où se déroule le premier acte d'un autre cycle de prestations qui cette fois concerne non plus les groupes mais des individus. Ainsi, au terme des funérailles d'une épouse, les hommes et les femmes des 2 groupes en présence, celui des paternels de la femme et celui des agnas du mari, se font des petits cadeaux précieux. Ces cadeaux viennent sceller entre les protagonistes du don un lien singulier d'amitié élective. La multiplicité de ces liens individuels et personnalisés succède ainsi au lien d'alliance entre les 2 groupes, un temps menacé par la dissolution par la disparition d'une épouse. À d'autres moments de la vie rituelle de la communauté, ces liens d'amitié élective seront sollicités, offrant la possibilité pour celui ou celle qui a reçu le don de le rendre, par exemple sous la forme de plats de nourriture envoyés à l'ami ou l'amie, dans un temps où, en raison d'un deuil dans la maison, tous les foyers de cuisine sont éteints. Dans les sociétés où cette assistance rituelle engendre un lien de type clanique entre les groupes, la relation entre ces derniers est le modèle explicite de la relation d'hospitalité et d'entraide mutuelle qui existe entre tous les ressortissants de l'ethnie lorsqu'ils se rencontrent hors de leur village respectif. Les appellations, forgées dans l'idiome de la parenté, sont identiques. Tels des parents claniques, 2 locuteurs de la même langue s'interpelleront hors de chez eux comme des frères de la cour extérieure. Et comme tels, ils se devront hospitalité et entraide. Cette institution de solidarité rituelle est au cœur de la prise en charge des migrants à la ville ou dans d'autres pays de la région. En Kassem, comme en Talné, les 2 langues respectives des Kasséna et des Talensi, cette institution n'a pas d'autre appellation que celle qui désigne la relation de quasi-parenté qu'elle instaure, à savoir une relation particulière de fraternité. L'acte même de solidarité rituelle est désigné par un verbe spécifique qui désigne à la fois assister, secourir, s'entraider,
mais aussi accroître, ajouter. Tout au long de la performance rituelle, ce verbe sera utilisé dans les remerciements comme dans les temps de dons de biens cérémoniels, les paroles comme les gestes de l'entraide venant accroître, augmenter l'efficacité symbolique du rite. La structure ternaire de ce lien de solidarité forgé au creuset du rite se distingue de deux autres relations d'entraide qui existent ou ont existé dans ces mêmes sociétés. Deux relations qui, sur le plan de leur forme symbolique, se situent à des pôles opposés du champ de l'obligation, en ce que l'une vise à l'extinction d'une dette et l'autre à son impossible clôture. La première de ces relations est soutenue par cette institution que j'ai évoquée tout à l'heure, tombée en désuétude, de la dette de sang, expression endogène que traduit notre notion de vengeance. Les membres d'un même noyau clanique se devaient également assistance lorsque l'un des leurs était tué lors d'un raid. La créance ouverte par la mort d'un membre du groupe rend solidaire le clan de la victime autant que le clan du meurtrier. N'importe qui, parmi les premiers, est en mesure de puiser la dette auprès de n'importe lequel des membres du clan meurtrier. Ce versant de la solidarité clanique a peut-être quelques étranges similitudes, mais après l'exposé de ce matin, je serai peut-être plus prudente, avec le versant juridique du concept occidental de solidarité. Mais si la dette de sang soude les créanciers comme les débiteurs, elle ne vient soutenir aucune relation dans la durée entre les groupes ainsi mis en présence, puisqu'elle s'épuise dans l'instantanéité de la réalisation de l'acte, une vie pour une autre étant une forme particulière du donnant-donnant. À l'inverse, cette institution crée de véritables coupures dans le tissu social, puisqu'aujourd'hui encore, les groupes qui ont eu autrefois ce type d'échange, si l'on peut dire, s'excluent mutuellement de l'échange matrimonial. À l'autre pôle se tient le don gratuit, sans attente de retour, tel que seule l'entité suprême, dans les religions de la coutume, réalise pleinement en donnant la vie. Seule la mort permet de venir reboucher le trou creusé par cette dette de vie. Une version humaine de ce type de don sans retour possible trouve sa réalisation dans la charité qui, à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, n'existe en Afrique comme injonction religieuse que dans les communautés chrétiennes et musulmanes, bien que l'acte gratuit ne soit pas absent en dehors de ces dernières. La forme symbolique que reçoit la solidarité en Afrique est ainsi donc maintenue en tension entre ces deux pôles, le donnant-donnant, d'une part, ou l'abolition de la dette, qui n'établit aucun lien dans la durée et risque même d'interrompre à jamais le flux des échanges, et d'autre part, le don gratuit, qui, rendant impossible la réalisation d'un contre-don, maintient le receveur dans une relation de dépendance et de subordination au donataire. Alors, avancer, comme le font certains anthropologues, que la logique d'arrière-plan des liens d'obligation solidaires est en Afrique toujours celle de la dette communautaire qui enferme l'individu dans, je cite, la cage répressive et autoritaire de son groupe d'origine, c'est, à mon sens, en réalité, scotomiser l'essentiel de la logique à l'œuvre pour ne saisir et figer la relation de réciprocité que dans ce temps qui court entre le moment du recevoir et celui du rendre. Ce faisant, il manque de saisir la forme symbolique propre au lien de solidarité qui, entre l'acte donné et sa réalisation, le donné en retour, ouvre, je cite, un temps nécessaire, celui de l'obligation morale ou institutionnelle, psychique ou sociale, en tout cas logique, comme l'écrit fort justement le psychanalyste Pierre Delaunay, très fin lecteur de Marcel Mauss. Ce moment logique dilate le temps et permet d'étendre le réseau des liens de solidarité aux générations futures. Les enfants font retour à la génération qui les précède de ce qui leur a été donné, et inversement, les pères et mères classificatoires des enfants font retour à la génération des enfants de ce qui leur a été donné à eux par les parents de ces derniers. Autrement dit,
les formes africaines de la solidarité reposent certes sur la notion de dette, mais non pas au sens que celle-ci reçoit dans l'échange économique, où une fois soldée, elle s'éteint, n'ayant enfanté aucune espèce de lien durable. La dette de solidarité, parce qu'elle est sous-tendue par la logique du don, se déplace d'un terme à l'autre de la relation et se perpétuant de la sorte dans un mouvement de balancier sans fin, crée et affermit les liens entre les générations comme au sein de chacune d'elles. Je crois qu'il est temps de conclure. Je n'ai pu ici vous livrer tout ce qui fait la couleur, le chatoiement, la saveur, le poids des institutions africaines de la solidarité. L'ethnographie exige beaucoup plus de temps pour se déployer. J'ai seulement cherché à vous en montrer l'ossature, la charpente. Je pense toutefois en avoir suffisamment dit pour faire entendre que les formes africaines de la solidarité sont moins communautaires qu'on ne le pense généralement. Le tissu des relations sur lequel est brochée l'obligation sociale d'entraide s'étend bien au-delà des réseaux de parenté et d'alliance, même si ces derniers, bien entendu, en forment le centre. Par ailleurs, on aura noté que ces formes de solidarité partagent une même caractéristique, celle de s'incarner dans des personnes concrètes, des parents, des frères par le rite, des frères en religion, des voisins, des amis. La solidarité africaine a toujours un visage. Elle fonctionne avec des hommes en esprit, en chair et en os, et elle vous engage bien plus qu'une ponction dans votre avoir. Elle exige du temps, de la présence. Une anecdote que je tiens de Chikuna Cissé, un jeune historien ivoirien actuellement résident à l'Institut d'études avancées de Nantes, l'illustre mieux que tout ce que je pourrais dire. Il me rapportait ainsi l'histoire d'un quartier musulman, d'un homme riche, très riche, dans un quartier musulman d'Abidjan, qui avait l'habitude, à chaque décès dans le quartier, d'envoyer une très grosse enveloppe d'argent à la famille en deuil. Le jour où il perdit l'un de ses fils, tous ses voisins se sont réunis, ont collecté une très grosse enveloppe d'argent et le lui ont envoyé. Mais aucun n'a fait le déplacement pour aller le saluer, ni même, et encore moins, aller s'asseoir avec la famille en deuil. Selon la métaphore forte utilisée par ses voisins, il a enterré son fils tout seul. Cette sanction sociale est ainsi venue frapper le manque de savoir-être de l'homme enrichi, qui a cherché à éteindre sa dette sociale avec de l'argent, à l'instar d'une transaction financière. Il rompait de la sorte le délicat déséquilibre qu'instaure la logique du don et qui est toujours, comme l'a bien montré Marcel Mauss, avant toute chose, le don d'une part de soi. Cette incarnation de la solidarité civile africaine est sans conteste ce qui fait défaut au régime de sécurité sociale hérité du système français. L'État, disent les Burkinabés, n'est le père de personne. Et l'on peut se demander si ce n'est pas précisément cet anonymat, cette désincarnation, qui en Afrique fragilise le fonctionnement de ces régimes et empêche son extension aux populations rurales. Enfin, est-il la peine de le souligner, si j'ai cherché à replacer la notion de solidarité africaine dans le champ beaucoup plus vaste du don, c'est parce que Marcel Mauss lui-même y invitait. En conclusion de son long parcours dans l'ethnographie d'à peu près tous les peuples et civilisations qui avaient été décrits en 1923, date de son fameux essai sur le don, il cherche à en tirer les leçons de morale, d'économie politique et de sociologie pour nos propres sociétés d'Occident. Et l'une d'entre elles concerne au plus près l'organisation d'un régime de sécurité sociale, qui en tant que tel n'existe pas encore à l'heure où il écrit. Mauss préconise en effet que la législation d'assurance sociale s'inspire de la logique du don qu'il vient magistralement de dégager. Je cite, « Le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité d'une part, à ses patrons d'autre part, et s'il doit collaborer à l'œuvre d'assurance, ceux qui ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire. Et l'État lui-même, représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage, contre la maladie, contre la vieillesse, la mort. » Quelques pages plus loin, il y revient et insiste, «
Le producteur échangiste sent de nouveau, il a toujours senti, mais cette fois il sent de façon aiguë. Il écrit en 1923 qu'il échange plus qu'un produit ou qu'un temps de travail, qu'il donne quelque chose de soi, son temps, sa vie. Il veut donc être récompensé, même avec modération, de ce don. À l'heure de l'utilisation un peu déjetée de l'anthropologie, où l'on puise au gré de ce qu'on veut démontrer tel ou tel morceau d'institution, déconnecté de tout ce qui en fait sa raison, il convient de rappeler fermement que Marcel Mauss n'utilise pas les faits ethnographiques de cette façon. Il ne s'agit pas pour lui de prélever des recettes ou des exemples qui justifieraient a posteriori des décisions prises ailleurs. Il explore les faits en vue d'en dévoiler la logique symbolique, le roc sur lequel sont bâties les sociétés humaines. La solidarité fait partie de ce roc. Elle n'est pas une option qu'une société pourrait ou non choisir de prendre. Elle est une nécessité anthropologique. Je vous remercie.